votre assemblée. Et pour en faire une métaphore, c'est aujourd'hui Ariane qui nous offre le fil dans un labyrinthe du centenaire de l'aviation. Notre objectif, c'est la préservation du patrimoine aéronautique mythique dans une région en forte urbanisation. En fait, nous ne sommes pas des organisateurs d'événementiels. Qui sommes-nous? Je suis président de l'association Aéria Story basée à Toussus-le-Noble qui regroupe 50 adhérents. L'association a été créée en 2017 suite au succès et à la popularité des événements que les fondateurs de l'association ont organisés antérieurement depuis 2007. Notre travail est bénévole. Nos diffusions, articles et vidéos sur notre blog sont consultés environ 2000 fois par mois. À notre actif, avec des vidéos qui ont marqué nos célébrations, le centenaire Alors, à notre actif, avec des vidéos qui ont marqué nos célébrations, le centenaire de l'aéroport de Toussus en 2007, dont j'étais l'organisateur avec l'aéronautique navale, qui célébrait ses 60 ans de présence dans la commune. Nous avons reçu 20 000 visiteurs et le 17 septembre 2007, pour la première fois, un Blériot 11 croisait un Rafale marine. Ensuite, ce fut en 2013 avec Passion Pégou et Pascal Bouchin l'organisation du centenaire du saut en parachute d'Adolphe Pégou au-dessus du domaine de la jeunesse. 2000 personnes étaient présentes dans ce domaine privé. Aviation 14-18. Avril 2016, commémoration du centenaire 14-18 avec l'Aspect des Loges et son président Jean Comrivière sur 4 communes. Une très belle exposition au musée de la Toile de Jouy, la table ronde autour des descendants des premiers as de l'aviation à Buc, ainsi qu'une présentation de l'aviation aux loges en Josas. Et pour terminer, avec plus de 3000 visiteurs autour d'une grande exposition et des avions de la Première Guerre sur l'aéroport de Toussus. Avril 2018, nous avons célébré les 75 ans du Normandie-Niemen et leur présence sur la commune de Toussus à leur retour de Russie. Une exposition et des vidéos montées sur des thèmes qui n'avaient jamais été abordés auparavant, depuis l'escadrille française du Tsar à la genèse du Normandie sur les terres du Levant. La participation de l'armée de l'air, représentée par le régiment du Normandie-Niemen, a été annulée au dernier moment pour cause de déboires avec la mairie de Toussus, qui, à la dernière minute, a empêché le passage de 2 rafales de l'escadrille qui venaient de Mont-de-Marsan. Il a été invoqué une création de nuisances aériennes qui serait infligée aux riverains. L'entourage du ministre, en dernière minute, n'a pas voulu prendre de risque d'enquête et dans un temps si court, l'armée a annulé son passage aérien, sa présence et sa conférence. Notre dernière organisation a été celle de la Journée du patrimoine à l'aéroport de Toussus-le-Noble. L'objet étant de réhabiliter la porte du quartier Jean Tulane ainsi que l'avenue du commandant Tulane. Tous nos événements, sauf celui de 2007, se sont faits essentiellement avec le financement de sponsors privés sans aucun soutien de la mairie. Pourquoi cet investissement et cette organisation dans de tels événements? Notre environnement à Toussus, de 1907 à 1980,
c'était la campagne. Une croissance démographique qui, de 1933 à 1970, n'a pratiquement pas évolué. L'urbanisation à partir des années 1980 dévore ces terres essentiellement agricoles sur un plateau mythique et aéronautique. C'est la montée en puissance des associations de riverains qui luttent contre les nuisances aériennes. 1987, c'est la date de notre arrivée à Toussus et la commune a vu croître sa population avec des nouveaux lotissements passant de 65 à 600 habitants. Et en 2019, nous sommes actuellement 1200. C'est donc pour nous aujourd'hui, dans le cadre de la promotion du patrimoine aéronautique et de notre investissement associatif pour sa préservation, l'occasion de vous offrir gracieusement l'ouvrage d'Azur et d'Or, une histoire fournie de l'aéroport de Toussus et de ses pionniers. Comment donc investir dans un patrimoine aérohistorique dans un environnement urbain constant aussi complexe que le nôtre? Nous aborderons le sujet par une question simple dans un contexte compliqué en vous posant la question. Face à des élus dont la priorité première n'est pas la préservation d'un patrimoine qu'ils ne connaissent pas, qui devrait être garant de maintenir la mémoire vivante? Qui en définit les priorités pour la déterminer? Et comment maintenir cette mémoire vivante? Pour nous, le patrimoine, il se divise en deux parties essentielles. Le hard, c'est la partie visible de l'iceberg. Elle intègre la préservation matérielle en restauration d'avions et de bâtiments. Tout ce que l'on touche et tout ce que l'on voit. L'autre partie, le soft, est basée sur des actions de mémoire. Elle est impalpable. Nous avons alors des actions collectives d'envergure nationale qui s'organisent comme dernièrement le centenaire 14-18 qui était visible et massif. Mais qu'en est-il de la mémoire locale qui passe aux oubliettes sans la désignation de garant? Ce patrimoine fut-il aéronautique ou tout autre? Au niveau local, qui d'autre que la mairie peut être garant et gardien de la mémoire locale? Dans notre société où la population est mobile et favorise un melting pot socioculturel permanent, cette mémoire locale devient alors une transmission obligée du témoignage. La mémoire n'est pas l'histoire. Elle se doit d'être populaire dans un mouvement assembleur et participatif pour éviter de la refouler dans une amnésie globale. Sans une dynamique collective, la transmission de cette mémoire serait diluée dans celle d'autres groupements, autrement plus impliqués, plus actifs, qui reprendraient le flambeau. L'implication des élus sur leur commune est obligée et primordiale. Ils doivent définir les actions de mémoire dans leur histoire locale dont ils sont les garants. Ils doivent également gérer dans un équilibre sain les diverses lignes de gestion d'une commune en soutenant et en s'appuyant sur les associations de patrimoine actives et dynamiques. Toutefois, ils ne doivent pas se sentir isolés. Il faut qu'ils soient épaulés par les organismes et les institutions publiques nationales. Aujourd'hui, avec les priorités économiques et les réductions de budget, raconter l'histoire pour l'histoire sans impliquer et booster une opinion publique sous forme d'événements populaires mènerait à une assemblée soporifique d'experts et de spécialistes
sans aucune influence concrète sur le terrain. Pour cela, la mairie, avec le soutien des institutions, doit assurer le soutien moral et technique, l'aide financière dans la mesure de ses moyens, et engager des actions envers les institutionnels et les industriels pour un développement économique possible. Sans cela, doit-on aller vers les pays anglo-saxons, plus enclins à soutenir l'histoire et la mémoire, comme Boeing par exemple? Doit-on demander à Qatar Airways de soutenir le patrimoine aéronautique français? Pour assurer un bon retour sur investissement, il est nécessaire de créer des synergies en chaîne. Pour reprendre la citation de Saint-Exupéry, dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions viennent. L'organigramme hiérarchique pyramidal est révolu. Comme dans une analyse de SWOT, il faut mesurer les forces, les réseaux sociaux, l'opinion publique, face aux faiblesses, les élus non impliqués, l'opportunité de les intéresser dans un développement économique, tout en maîtrisant les menaces, comme la communication avec les associations de riverains. Depuis un certain temps, les communes, pour garder leur patrimoine, trouvent une parade en baptisant des rues par les noms de ces pionniers. Un résultat que l'on connaît, un manque d'intérêt de la population locale et le chemin assuré vers l'amnésie collective. Par exemple, l'adresse d'une mairie à l'angle de la rue Esnault-Peltry et des Frères Farman, face à l'école Saint-Exupéry et à l'angle de l'impasse Lucien Coupé. Ceux qui savent auront compris, mais les autres, les nouveaux arrivants, les habitants, qu'auront-ils retenu? Pour certains, Voisin était un grand pâtissier. Le maintien de la mémoire et l'investissement résident essentiellement dans une chaîne institutions, mairies, associations, autour d'un événement social et populaire pour marquer une opinion publique et permettre sa préservation. Un investissement qui mène vers un engagement financier sain et participatif, public, semi-public, sur une source de développement économique. Merci pour votre attention. Est-ce que quelqu'un veut réagir à la présentation d'Aéria Story? Oui, devant Philippe. Oui. Vous avez présenté une liste de questions en laissant entendre qu'il appartiendrait à la mairie, en tout cas à toutes les institutions que nous sommes amenés à solliciter par nos associations, qu'il leur appartiendrait à celle-là d'y répondre. Je crois au contraire que ce sont justement les questions auxquelles nous, les associations, devons répondre. Deux petites choses. J'ai eu l'occasion de dire ce matin, les élus que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, je leur rends grâce en considérant que leurs hésitations, leurs choix dans les financements et dans les projets qu'ils soutiennent, je les interprète comme de leur part la volonté de faire bon usage des deniers publics. Alors, il nous appartient de convaincre ces décideurs, ces gestionnaires, que le projet vers lequel on veut les emmener est un projet porteur. Les retombées que vous citez sont évidemment celles-là. Il peut y avoir retombées touristiques, retombées industrielles, commerciales, retombées sur l'emploi, etc. Mais c'est bien dans ce sens-là, à nous de montrer
deuxième élément, tout à fait corollaire, que notre action n'est pas tournée vers le passé. Je crois qu'il y a un grand malentendu dans les défenseurs du patrimoine, mis à part le patrimoine justement architectural, Notre-Dame, on dit, bon, il n'y a pas de débat sur l'intérêt de le préserver. Par contre, le patrimoine industriel, et donc notre patrimoine aéronautique, d'abord parce qu'il est aussi récent et qu'il n'est peut-être pas ressenti comme aussi important, parce qu'il a été vécu de façon naturelle, c'est à nous de montrer que nous ne sommes pas tournés vers le passé, mais que nous sommes tournés vers l'avenir. Et ça, c'est un élément essentiel pour le décideur et pour la collectivité locale. De savoir qu'on est tourné sur l'avenir et qu'on entraîne par là la jeunesse. Et on s'aperçoit bien que c'est une des grandes difficultés de toutes nos associations de préservation. Quand on regarde la pyramide des âges, eh bien, les jeunes, ça commence à 55 ans, hein, ça commence à l'âge de la retraite. Dès qu'on n'est plus à la retraite, on est jeune dans les associations. Yves de la Poisse voudrait réagir aussi à la présentation de Gérard Pina. Ça marche impeccable. Ça marche. 2 petites minutes, parce que mon voisin de gauche, je le sens piaf. Simplement, c'est très important ce que vous venez de dire. Et je relis ça au problème des mairies. Alors, il se fait que je n'ai aucun mandat local, etc. Rien. Je ne fais pas de politique. Non. Mais il se fait que je connais bien ces problématiques de mairie, et notamment dans les problématiques qui vous préoccupent la plupart, ce sont les zones dans lesquelles vous êtes implantés. Je pense que vous êtes tous évidemment au courant que la plupart des communes aujourd'hui ont des PLU, mais que bientôt, pour la plupart, ce sera des PLUI. Donc des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Et là, ça devient infernal. Parce que, d'abord, toutes les communes veulent tirer un petit peu la couverture à elles. Et donc, il faut pouvoir intéresser ces communes, effectivement, à votre projet. Et là, force est de reconnaître qu'il n'y a pas 36 solutions. Le projet, il est intéressant, il est viable ou il n'est pas viable. Ça, c'est clair, déjà. Mais il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Est-ce que, dans le projet, le projet apporte quelque chose qui va valoriser la commune ou l'intercommunalité. Si ça n'intéresse que l'association que vous gérez, dans laquelle vous êtes, etc., à mon avis, vous avez quelque part loupé une marche. Si vous savez intéresser la commune, je pense que c'est fondamental. Je ne rentrerai pas dans le détail, je vais être trop long, mais je peux vous assurer que ça marche comme ça. Si la commune ou l'intercommunalité y trouve son compte, ce qui veut dire parfois de lâcher de l'Est, de lâcher du l'Est, ça c'est comme en marine. Il y a un moment, il faut savoir lâcher de l'Est, en disant, ok, laissez-nous vivre et laissez-nous développer notre association, etc. Parce que ça intéresse, aidez-nous à montrer que notre association est intéressante, et on vous donne un petit morceau du gâteau. C'est comme ça que ça marche. J'ai dit, c'est fini. Merci beaucoup. Daniel Flao, pour Anciens Aérodromes. Oui, moi j'étais présent à cette activité lorsque ils ont eu cette réflexion du maire qui a empêché effectivement de faire passer les avions. Et la réflexion était la question du bruit apparemment au-dessus du village. Eh bien, moi je suis sur Soisy-sur-Montmorency, c'est-à-dire sur l'axe direct d'atterrissage des avions de Roissy. Et il y a une association qui est bien entendu de défense du bruit sur la commune et sur, comme vous avez dit, sur l'intercommunalité. Et là, effectivement, il y a des gens qui sont véritablement très opposés au bruit et à la présence d'avions. Et ça, c'est très difficile, surtout quand on représente justement, et quand on forme, comme je le fais, des classes de BIA et disons, un encouragement à l'aéronautique. Et la réflexion
que l'on peut avoir vis-à-vis des maires, elle est toujours qu'il y a cette défense et ils sont plus ou moins obligés de répondre à leurs administrés justement sur le problème du bruit. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a des fois des difficultés pour organiser quelque chose localement ou avec certaines mairies. Non mais c'est sûr, je suis d'accord avec vous, mais il y a aussi des associations qui veulent couper la tête du coq qui chante à 6 h du matin. Alors on ne peut pas empêcher ce genre d'association. Ok. Le débat reste ouvert. On va aller...